Bonjour les cinquièmes, nous allons terminer notre cours sur l'amorce finalement du développement du pouvoir royal en France en s'intéressant à la grande étape la plus connue de toutes, la naissance de l'absolutisme en France sous Louis XIV. Louis XIV, si vous en souvenez bien, on était arrêté à un moment où il commençait à réclamer l'idée qu'il était finalement le représentant de Dieu sur terre, que c'est Dieu qui l'avait choisi et qu'il avait tous les pouvoirs. C'est lui qui, après finalement avoir donné le pouvoir à Mazarin, ou plutôt avoir laissé le pouvoir à Mazarin, après finalement avoir accepté des ministres comme Fouquet, va petit à petit regrouper le pouvoir entre ses mains et s'assurer qu'il a un contrôle sur tout. Dans un premier temps, il va vraiment mettre en avant l'idée qu'il est sacré, qu'il est de droit divin, qu'il est choisi par Dieu, que donc seul Dieu peut juger ses actes, et non pas les hommes. Il va aussi mettre en place l'idée qu'il doit tout contrôler, avoir l'œil sur tout. Ça va se retrouver à différents niveaux d'un point de vue politique. Dans un premier temps, déjà, il va subdiviser le pouvoir en différents conseils sur lesquels il a le dernier mot. Même les ministres doivent toujours passer par lui pour savoir ce qu'ils peuvent ou ne pas faire. Il va s'occuper des affaires du royaume tous les matins. Il se charge d'observer ses conseils, d'écouter les ministres, savoir ce qui doit être mis en place. Si une de ces décisions des ministres ne lui plaît pas, il peut l'interdire directement. Il va aussi déboulonner ses ministres quand il n'en a plus besoin ou quand ils lui font de l'ombre. Il n'hésite pas à monter les ministres les uns contre les autres. Il choisit des hommes efficaces, certes, qu'il va créer petit à petit pour qu'ils lui soient loyaux, mais si à un moment donné ils ne vont pas dans son sens, il peut se débarrasser de ses favoris, on pourrait dire de façon rapide, efficace, ce qui fait que ceux-ci doivent se sentir dépendants vis-à-vis du roi. Toujours dans cet état, sa volonté, c'est que sa puissance, son droit s'applique partout. Notamment, il va museler deux choses très importantes d'un point de vue politique et une troisième qui affermit son pouvoir. Si je m'intéresse à la troisième, il va s'éloigner de Paris. Son but, c'est de ne pas laisser trop de pouvoir aux Parisiens, qu'il voit comme des séditieux, comme des gens qui peuvent lui poser problème. Mais c'est surtout d'un point de vue politique qu'il va affermir ce pouvoir. Les parlements des provinces, il les muselle, il ne les réunit que quand il en a envie, et surtout il n'écoute que très peu leurs doléances. De la même manière, les grands du royaume, les principaux nobles, sont invités à la cour. Son but, les surveiller, les contrôler, s'assurer qu'ils ne vont pas s'opposer à lui, et quand ils vont retourner dans leur propre territoire, s'arranger pour qu'ils diffusent le modèle que lui donne. À Versailles, notamment, entre 4 et 5 000 nobles vivent en permanence. L'idée, c'est qu'on les a sous le regard, on les rend dépendants, et on s'assure qu'il n'y a pas de problème. Son but, c'est toujours donc une forme de contrôle, qui a donné cette fameuse image, l'État c'est moi, il doit être partout, ce Louis XIV. Il va construire autour de lui, finalement, une image ou une personnalité quasi religieuse, avec cette idée du roi soleil, l'héritier d'Apollon, qui est tout brillant, qui doit assurer la grandeur de la France, et donc qui était désigné tout naturellement par Dieu pour faire tous ses travaux. Et là-dessus, il va jouer énormément. Il va développer une propagande, une façon, par l'image, de contrôler justement cette image, de diffuser ses valeurs ou sa vision des choses, à différents niveaux. Ça va passer par des mariages importants. Il épouse encore une fois une Habsbourg, une princesse espagnole. Marie-Thérèse doit assurer finalement un apaisement vis-à-vis des Habsbourg et des Bourbons, donc la famille royale française. Par la suite, c'est aussi ce qui lui permettra de tenter de prendre le contrôle de l'Espagne. Ça sera un semi-échec, mais malgré tout, ça va lui donner une certaine auréole. De nos jours encore, beaucoup de grandes familles royales, même si elles n'ont plus de pouvoir, sont des descendants des Bourbons. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Si on continue dans cette veine-là, d'un point de vue religieux, il se montre comme très croyant, très pieux. Il va s'opposer de plus en plus aux protestants. Il va réduire petit à petit les libertés qui leur avaient été accordées par l'édit de Nantes. Sa volonté, c'est véritablement de les ramener dans le giron du royaume et surtout d'éviter qu'il y ait un autre pouvoir dans le royaume. On va leur enlever petit à petit leur pouvoir militaire, leur droit de défense. On va tout faire pour qu'ils se reconvertissent. Louis XIV va envoyer certains de ses soldats, les dragons, pour mettre ce qu'on en place des dragonnades. On les installe directement chez les protestants. Le but, c'est de les forcer, souvent par la violence, à se convertir. Et il va finir définitivement par révoquer l'édit de Nantes pour dire finalement aux protestants, vous devez redevenir chrétien catholique, comme votre roi, et surtout, vous ne pouvez plus avoir du pouvoir à part au sein de mon royaume.
Et ça, c'est quelque chose qui est très important. D'un point de vue territorial, d'un point de vue militaire, on pourrait dire, Louis XIV, il va aussi avoir une grande incidence. Tout son règne est ponctué par de très nombreuses guerres, face aux Habsbourg, face aux Anglais, face pratiquement à tout le monde. Il va en gagner un certain nombre, il va considérablement agrandir le royaume de France, en direction finalement de l'Est, il va récupérer Strasbourg, il va récupérer des territoires en Lorraine, en Alsace, il va aussi étendre les frontières dans le nord du royaume, dans les anciennes Flandres, dans tout ce qu'on va appeler de nos jours l'Artois, les Flandres, l'Île, etc. Et il va connaître un certain nombre de succès. Même hors Europe, il va posséder de plus en plus de colonies, notamment dans les Antilles, dans les Caraïbes, un héritage qu'on a encore de nos jours. Il va conserver une partie des colonies qu'on a en Amérique du Nord, au Québec, etc. C'est-à-dire qu'il devient une grande puissance. Pour ce faire, il s'est basé sur une armée efficace, mais aussi il a aidé à développer une marine, au travers de l'un de ses ministres, dont on parlera un tout petit peu plus tard, qui s'appelle Colbert. C'est-à-dire qu'il va diffuser le rayonnement français, d'un point de vue territorial, un petit peu partout en Europe. On l'a vu tout à l'heure aussi, il va marier ses enfants, il va placer finalement sa famille à des postes de pouvoir en Europe. D'un point de vue économique, puisque le militaire et l'économique fonctionnent comme généralement relativement bien ensemble, il va contribuer à développer considérablement l'économie du royaume. Pour ce faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est basé sur l'un de ses ministres qui va s'appeler Colbert. Alors Colbert, on en parle beaucoup en ce moment dans les médias. C'est un ministre qui a eu un rôle extrêmement important en France. Il a aidé à moderniser l'État. Il est responsable en partie finalement de la création d'une flotte, du développement de l'économie hors des frontières nationales. Il va développer le commerce national. Il va développer ce qu'on appelle les manufactures. Les manufactures, pour faire simple, c'est les ancêtres de nos usines. Il va s'assurer qu'en France, on en développe, qu'elles puissent produire bien, beaucoup, et qu'on puisse vendre. Il va protéger finalement le commerce dans nos frontières, en limitant le commerce avec nos voisins. Par contre, il fait tout pour diffuser la vente de nos produits à l'étranger. Il va diffuser aussi tout ce qui est des écoles de sciences, des académies de sciences pour développer finalement des modèles à la française, pour être de moins en moins dépendant des Anglais notamment. Il va mettre en place un certain nombre de règles dans le royaume. Il va aider à développer en partie l'agriculture, pour qu'on produise beaucoup en essayant de limiter les famines. Ça connaîtra moyennement de succès. Il va aussi renforcer un certain nombre de choses sur les égalités, notamment il va travailler à une forme d'égalité pour les femmes en réduisant finalement les taxes qu'elles ont à payer ou les impôts qu'elles payent pour hériter. Malgré tout, comme tous les ministres de Louis XIV, ou comme tous les personnages importants, on ne peut pas les voir qu'en tout blanc, tout noir. Chaque personne a des grandes choses, on vient d'en parler, par contre ils ont une partie d'ombre. Colbert, il est aussi réputé pour avoir mis en place ce qu'on appelle le code noir, c'est-à-dire écrire dans les colonies comment on doit produire, et notamment sur l'esclavage des populations africaines qu'on va exploiter, même surexploiter, dans nos colonies. Ce code noir, il laisse des séquelles très importantes, notamment si vous connaissez des personnes qui viennent des Antilles, qui viennent de la Réunion, qui viennent de nos anciennes colonies, qui ont des ancêtres qui ont été victimes de ce code noir. Il faut, et ça c'est quelque chose de très important, voir qu'en histoire, il n'y a pas de personnages qui sont parfaits ou horribles. Chacun fait dans les deux. Colbert, là, pour le coup, on va prendre ce qu'il a fait de positif, mais il ne faut surtout pas oublier que le code noir, c'est quelque chose qui a une incidence. Malgré tout, on en a déjà parlé quand on a fait le commerce triangulaire, toute une partie des grandes villes littorales françaises ont aussi largement profité de l'esclavage. Donc, à cette époque, c'était un système qui paraissait normal. C'est sûr qu'avec notre regard du XXIe siècle, les choses sont totalement différentes. On a vu le militaire, on a vu l'économique. Maintenant, on va voir un petit peu le lien qui est entre les deux. Mettre en place ces armées pour faire la guerre, ça coûte très cher. Donc on a besoin du commerce, on a besoin des impôts. Louis XIV, il a eu des armées efficaces, il a protégé son royaume, notamment avec des forteresses importantes. Vauban a été finalement le créateur de nouvelles forteresses très très efficaces pour résister aux ennemis, qui coûtent très cher. De la même manière, l'armée est très gourmande. Et Louvois, qui a été l'un des ministres de la guerre, justement a demandé beaucoup d'argent pour continuer les combats. Et c'est là que ça va poser problème à Colbert, puisqu'à un moment il va s'opposer aux dépenses, ça va déplaire à Louvois, ça va déplaire à Louis XIV, qui va se débarrasser de lui.
Ces guerres, dans un premier temps, on a vu, elles étendent beaucoup le royaume. Par contre, sur la fin du règne de Louis XIV, il va connaître plus de difficultés. On y reviendra sur la fin de cette partie. Si on continue un petit peu à travailler sur Louis XIV, d'un point de vue rayonnement, d'un point de vue diplomatie, il est aussi quelqu'un de très important. Il va développer un modèle à la française. Il va créer le château de Versailles, où tout est organisé autour de sa personne. Le bâtiment principal, la pièce principale, reste sa chambre. Même dans les jardins, finalement, il va commencer à faire de la propagande, en mettant en avant donc, le culte de la mythologie, au travers de lui-même, en tant que roi soleil. Il va contrôler la nature pour montrer qu'il peut tout contrôler, et il va se placer en intercesseur, donc entre lien entre Dieu et les hommes. Tout est étudié dans Versailles. C'est ce que vous avez finalement dans les 2 petites vidéos que je vous ai mis en pièces jointes. Il va inviter des ambassadeurs de partout, diffuser ce modèle. Tous les grands châteaux qui vont être construits par la suite en Europe sont des modèles réduits de Versailles. Que ce soit Buckingham, que ce soit Schönbrunn à Vienne, ce sont des copies de Versailles. Son but finalement, faire rayonner la France partout dans le monde, jusqu'en Perse, jusque dans les grands royaumes extérieurs habituels à la politique traditionnelle. Son but, c'est finalement véritablement faire de la France la culture, la civilisation première dans le monde. Et ça va fonctionner, puisque pendant très longtemps, le modèle français est rayonnant, aussi bien dans les arts qu'en architecture, ça reste la langue dominante à la cour, ça reste finalement un modèle extrêmement important. Lui-même se place en protecteur des arts, il est certes très pieux, et pourtant il va financer les artistes, que ce soit la musique, avec Lully, que ce soit le théâtre, indirectement avec son petit frère, pour notamment encourager Molière. Il va accepter parfois des pièces qui sont presque des critiques contre lui. Par contre, il ne supporte pas une critique directe. Il va renforcer sa justice à ce niveau-là. Ceux qui osent trop le critiquer risquent finalement d'être emprisonnés par la simple volonté du roi. On ne passe plus par la justice. On a véritablement le développement d'un roi qui se veut absolu, total. Tout est fait pour que la population lui obéisse, soit soumise. Mais quand je parle de population, ce n'est pas uniquement le peuple, il veut aussi soumettre la noblesse et le clergé. Il va être le premier personnage de tout le royaume. Et tout est orchestré pour que sa personne soit mise en avant. Même jusque dans sa vie privée, puisque le fait qu'il ait énormément de descendants fait qu'il passe pour quelqu'un qui est élu de Dieu, qui doit pouvoir placer tout le monde. La fin de son règne va être un petit peu plus compliquée. C'est ce que vous aviez sur la fin de l'une de vos fiches. Il va connaître un certain nombre de déceptions, Louis XIV. Sa conquête du trône d'Espagne va moins bien se placer. Il va placer un de ses fils, il ne peut pas unifier l'Espagne et la France. Il va commencer à connaître un certain nombre de défaites militaires. À force de trop réussir, il s'attire la jalousie des voisins. Il va y avoir des alliances contre lui, et il a du mal à affronter tous les pays d'Europe. Il va connaître aussi beaucoup de pertes au sein de sa famille, ce qui fait qu'à sa mort, il ne reste plus qu'un seul de ses descendants pour lui hériter, le fameux Louis XV, qui a 5 ans quand il monte sur le trône, comme Louis XIV à son époque. Il va connaître des difficultés à lever des impôts, à avoir de l'argent, les caisses sont fréquemment vides, et surtout, le climat va être assez catastrophique sur les dernières années du règne de Louis XIV. Il va y avoir de nombreuses famines, les hivers sont très très froids, la population française souffre énormément, et c'est vrai que le règne de Louis XIV en tant que roi soleil va être en grande partie finalement amenuisé sur la fin de ce règne, puisque on se rend compte qu'il y a des difficultés. Ça va même attirer l'idée que peut-être que le roi était trop orgueilleux, que c'est Dieu qui se venge de lui. Malgré tout, il a réussi à renforcer considérablement aussi bien l'économie que le militaire, le religieux, le rayonnement français. Il a renforcé surtout sa propre personne, et il va amorcer le travail pour que son petit-fils, finalement, et ses descendants puissent mettre en place des règnes absolutistes. Ça ne va pas durer pendant très très longtemps, puisque son descendant Louis XVI sera le dernier roi de France. Après, il y aura encore quelques rois des Français qui seront encore ses descendants, mais malgré tout, il a renforcé et le pouvoir de la France, mais surtout le pouvoir du roi. Je vous remercie de votre attention. On a fini ce chapitre-là. Maintenant, on va passer un petit peu en géographie et en EMC. Vous avez fini le programme de l'année en histoire. Je vous remercie pour tout. Bon courage à tous. Vous reprenez bien les dernières corrections. Vous reprenez bien les dernières traces écrites pour être à jour. Bonne journée à tous. Au revoir.